Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, je chiffre à retenir plus de 14 000 milliards de francs guinéens sur le budget adopté ce samedi par les élus du peuple compte de la loi des finances rectificatives 2016. Et puis la machine du ministère de la Ville est en plein cœur de Kaloum. Elle tente de débarrasser le centre-ville des baraques et tout dit qui pullule la capitale. Enfin, nous irons au Burkina Faso, le pays des hommes intègres frappé dans la nuit de vendredi à samedi par des attentats terroristes. Le bilan est lourd et admis. Al-Qaïda au Maghreb islamique revendique déjà cette opération. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la une de ce journal à l'Assemblée nationale. Les élus du peuple ont adopté ce matin la loi des finances 2016. Le budget s'élève à plus de 14 000 milliards de francs guinéens. Il devrait permettre au gouvernement de restaurer l'équilibre macroéconomique fortement touché par le virus Ebola. Le condensé, c'est avec Abdoulaye Ningelande Diallo. Après des heures de débat caractérisées par des avis contradictoires, les élus du peuple ont voté majoritairement la loi des finances 2016. Cette année, le budget est évalué à plus de 14 000 milliards de francs guinéens. Avec une croissance de 0% en 2015, le défi qui se fixe le gouvernement est d'atteindre les 4%, ce qui va permettre de restaurer l'équilibre macroéconomique. Quel budget nous avons eu cette année? J'ai appelé ce budget un budget courageux. Courageux en ce sens que les recettes augmentent. C'est un budget de 13 500 milliards de recettes. Mais les dépenses ont été réduites. Nous sommes à 14 500 milliards de dépenses. Pourquoi? Parce que le déficit doit être réduit, le déficit sur la base des engagements, de 10% à 5%. Donc 5 points d'ajustement. Et cela suppose des coupes en dépenses. Tous les départements ministériels ont eu des dépenses coupées. C'est très difficile de le faire, à commencer par la présidence de la République, dont le budget a été amputé de 40% pour montrer la voie. Et vous savez que l'État doit se désendetter en fin 2016 à la Banque centrale de 166 milliards. C'est très important. Dans le but de réduire le taux d'inflation de 7% et d'augmenter le taux de croissance à 4%, les députés suggèrent au gouvernement le renforcement de la régie financière, la recherche de financement extérieur et le soutien actif des PME et le secteur privé. Comme on le voit, et vos pertinentes recommandations le prouvent, les efforts pour atteindre les résultats demandés nécessitent aujourd'hui, plus qu'hier, votre appui. Je sais que nos prédécesseurs ont toujours bénéficié de votre indéfectible soutien et de votre accompagnement que je sollicite très humblement. Je voudrais vous assurer de l'engagement et de la détermination totale du gouvernement à prendre en compte vos remarques et à mettre en œuvre les différents chantiers de réforme qui nous attendent. Malgré l'adoption de ce budget, l'Assemblée nationale est inquiète sur les crédits alloués à la location des bâtiments abritant certains départements et institutions, alors que l'exécutif aurait pu construire des locaux pour ces services ou à défaut renégocier le contrat jugé trop élevé. On reste toujours à l'Assemblée nationale où les rideaux sont tombés ce samedi sur la session budgétaire initiale 2016. Une occasion pour le président du législatif, le ministre conseiller spécial du président de la République, chargé des relations avec les institutions républicaines, de remercier les élus du peuple pour le travail abattu en si peu de temps. Le point avec Robert Sidoutono. Deux discours ont marqué la cérémonie de clôture de la session budgétaire exercice 2016. Celui du président de l'Assemblée nationale et du ministre conseiller spécial du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines. Permettez-moi, Monsieur le Président, au nom de Monsieur le Président de la République, le professeur Afakonde, d'adresser les plus vives félicitations à vous personnellement pour la rigueur et la clairvoyance avec laquelle vous avez conduit cette session qui a abouti aux résultats si élogieux. Ces félicitations s'adressent à chacun et à chacun des députés pour leur comportement patriotique exemplaire qui s'est exprimé par leur assiduité au cours des travaux et leur dévouement pour un travail bien fait dans l'intérêt supérieur du peuple de Guinée. Je me réjouis de constater que cet exercice législatif
et qui a connu la participation effective de chaque député, toutes tendances confondues, est permis, avec le recul nécessaire, de nous acquitter de nos obligations avec un sens élevé de responsabilité. Ce fut aussi une occasion pour les représentants de certaines institutions républicaines de remercier les représentants du peuple et de donner quelques orientations à l'exécutif concernant ce budget. C'est déjà une feuille de route et que ça puisse profiter surtout à notre population. Nous pensons que ce budget-là aura beaucoup plus de rigueur. Par cette adoption du budget général, le pays se voit doté de son panier financier, exercice 2016. Dans le reste de l'actualité, Conakry a abrité ce vendredi la 68e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS. Elle a planché sur plusieurs dossiers relatifs au fonctionnement du Haut-Commissariat de l'institution sous-régionale, mais également aux activités des sociétés de gestion des barrages hydroélectriques déjà réalisées. Explication, Nabi Kamara. La 68e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a examiné les rapports d'activité 2016 des programmes et des budgets du Haut-Commissariat et des sociétés de gestion des barrages de Yuma et Manantali au Mali, ainsi que la société de gestion pour la navigabilité du fleuve Sénégal. Elle a également statué sur un certain nombre de points relatifs à la mise en œuvre des projets de complexes hydroélectriques de Gouina et Koukutamba avant de les approuver. Des directives appropriées ont été données au Haut-Commissariat de l'Organisation pour un démarrage rapide du projet hydroélectrique de Gouina. Le Haut-Commissaire, le Guinéen Cabinet Komora, s'est félicité du travail abattu par la rencontre de Conakry avant de prendre l'engagement quant au respect des décisions prises à cet effet. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique de Guinée, Dr Cheikh Talib Silla, et le président en exercice du Conseil des ministres de l'OMVS, le ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines, ont rassuré le Haut-Commissariat de leur soutien dans l'accomplissement de sa mission. Nous poursuivrons nos efforts pour la consolidation de notre œuvre commune de solidarité et d'intégration. Les peuples ont souvent besoin de faire une introspection, une analyse de leur passé, une conceptualisation de leur avenir. Pour notre organisation, je vous invite à cet exercice dont la finalité est de conserver les acquis, d'innover et de baliser un avenir radieux et solidaire. Ce sera le travail de chacun et l'œuvre de tous. La Guinée a adhéré à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en 2006. L'opération de déguerpissement initiée depuis un mois par les responsables du ministère de la Ville se poursuit après le corridor aéroport-centre émetteur. Les machines se font entendre du côté de Kaloum. Hier, le quartier Tombo a été débarrassé en partie des encombrements. Les taudis et baraques sont déguerpis. On fait le point tout de suite avec ça, Martin Fancinadouno. L'opération de déguerpissement des emprises se poursuit à Conakry. La commune de Kaloum, centre administratif et des affaires, reçoit la visite des machines de l'habitat. Ici, au quartier Tombo, baraques et bâtiments illégaux sont démolis. Des encombrements physiques qui sont cause d'insalubrité, d'embouteillage et de banditisme. Kaloum est la vitrine de notre capitale, parce que c'est le siège de l'administration publique et qui doit quand même donner l'exemple d'une propriété, du respect de l'autorité et surtout de la vie décente, que tout le monde comprenne que le travail que nous faisons, c'est pour d'abord leur propre bonheur, donc notre propre bonheur. Pendant 2 semaines, les machines feront le tour des emprises de Kaloum. Aucun occupant ne sera épargné. La loi est rigueur. Il faut qu'on applique. On doit fermer les yeux. Je dirais au chef de l'État de ne pas reculer, de ne pas hésiter. C'est pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette opération de déguerpissement va s'élargir aux autres communes de la capitale. Dixine sera la prochaine étape. Pour préserver les acquis du secteur, les responsables sollicitent l'accompagnement des populations. Rencontre ce vendredi à la cour d'appel de Conakry entre le garde des Sceaux et les différents corps de métier de la justice. Au cours de cette rencontre, les débats ont porté essentiellement sur la consolidation des réformes engagées au sein de la justice en Guinée. Tierno Younoussaba.
Dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Conakry, les professionnels de la justice. Au menu de la rencontre, la réforme du secteur. Au cours des assises, de nouvelles perspectives de gouvernance dans l'appareil judiciaire se dessinent et le ministre Sako a comme cheval de bataille la lutte contre l'impunité. Tant que nous passerons là, nous allons continuer les réformes, nous allons continuer la marche en avant, puisque tout est à refaire dans ce département. On a déjà commencé, on va continuer dans ce sens-là, avec un point important, c'est-à-dire la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, en matière pénale, en matière civile et en matière d'exécution de décisions qu'il a été question aujourd'hui. Outre la lutte contre l'impunité, l'application de la loi reste un problème entier dans l'administration du secteur. L'exécution des décisions de justice, c'est une problématique ici en Guinée aujourd'hui. Et il a dit, c'est pas pour rien que le législateur a prévu ça, que le président de la République enfin son problème. Il a promis, à partir de l'instant qu'il n'y a plus d'Ebola, il n'y a plus de saison hivernale, il n'y a plus d'élection présidentielle, et rien ne doit empêcher l'exécution des décisions de justice. Cette année, de maintenant jusqu'à ce qu'il quitte le département, je crois qu'il va travailler pour améliorer les conditions de travail et la perfection des autres objectifs dont il s'est signé. Au cours de la rencontre, la Chambre nationale des notaires et le barreau de Guinée se sont inscrits dans la dynamique de la réforme amorcée par le ministère de la Justice. Toutefois, les responsables de ces deux corporations ont exprimé le souhait de voir construire les sièges devant abriter leur profession à travers le concours du ministère de tutelle. Dans le Hamana, la cité de Kamaralaï change de visage. Une dizaine d'infrastructures sociales est en cours de réalisation. C'est dans le cadre des festivités de notre indépendance prévues cette année dans la région de Kankan. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Tierno Marouf Ba, Fodé Niagasoula Keita, Bernard Tongino. Au total, 18 chantiers sont ouverts dans le Hamana au compte de la fête tournante de l'indépendance. C'est la première fois que cette préfecture bénéficie d'un tel nombre de projets d'infrastructures. Les constructions en cours donnent aujourd'hui à Kouroussa une allure de renouveau. Kouroussa, dans les années 90-91, n'était pas une préfecture à apprécier. Vraiment, aujourd'hui, la satisfaction, la joie qu'anime cette population à travers les différentes réalisations que vous voyez maintenant devant vous est impressionnant. C'est ce qui fait dire que tout bon Guinéen, soucieux et consciencieux, ne pouvait pas croire que dans le BND, qu'on pouvait faire des infrastructures de ce genre. Nous sommes très réconfortés de voir ces différents chantiers, ces belles œuvres poussées comme des champignons dans la préfecture de Kouroussa. Ça réconforte, ça montre combien de fois le gouvernement est décidé à aider le pays à se développer et ce développement doit se faire à la base. Supervisés par les contrôleurs de l'État, ces chantiers suscitent un réel motif de satisfaction. Les travaux ont été lancés il y a 9 mois. Techniquement, tous les travaux évoluent bien. Nous n'avons pas de problème majeur par rapport à l'évolution technique des travaux. Néanmoins, nous pourrons signaler que certaines entreprises ne répondent pas vraiment techniquement aux attentes du gouvernement. Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas vraiment les moyens ni la capacité financière d'affronter des préfinancements jusqu'à la hauteur de 50%. Nous avons vu ces nouveaux ouvrages qui sont des véritables bijoux. Mais sur ce point, nous allons insister surtout sur l'entretien. Parce que rien ne sert à faire de beaux ouvrages, mais si l'entretien ne suit pas, eh bien c'est des choses qui vont se gâter ou qui vont périr. Sur les 18 chantiers du 57e anniversaire de l'indépendance à Kouroussa, seuls 2 traînent encore. Il s'agit du logement du secrétaire général chargé de l'administration et de la mosquée de Douako. Ici à Conakry, deuxième journée de la tournée du ministre des Transports. Après les transports terrestres, Oyegui Lavogui explore les potentialités du secteur maritime, mais aussi les défis à relever pour se conformer aux exigences et sauver des vies en mer. Pour plus de détails, Fodé Camara. Pour tirer le meilleur profit des 350 km de façade maritime, l'un des maillons de la chaîne de mise en valeur de la politique du gouvernement et la société navale guinéenne. La SNG est très active dans la préservation des vies des insulaires.
Ceci par la mise à disposition d'un bateau moderne pour faciliter la traversée, avec en prime la construction d'une gare maritime à Sandervalia pour le transport des personnes et des biens sur le plan national et sous-régional. Nous prenons à bras le corps le message du ministre et celui du chef de l'État. Nous sommes au travail, mais c'est le cas de le dire, nous allons redoubler d'efforts parce que, comme le disait le ministre, la société navale peut intervenir pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Au cours de sa tournée, le ministre d'État Oye Guilabogui a aussi visité les différentes sections de la Direction nationale de la marine marchande. Entre autres attributions de ces structures, réglementer le secteur par l'élaboration de la politique du gouvernement en matière de transport maritime. Après un investissement comme celui de Bolloré, qui a dragué le port à 13,50 m de profondeur, c'est dans le but de recevoir les gros navires à l'image des autres ports de la sous-région. Donc le professeur Alpha Condé a été un visionnaire pour faire tout ce travail, pour que la Guinée aussi décolle en même temps que les autres pays de la sous-région. Déjà, une convention est signée entre la Direction nationale de la marine marchande et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer basée à Abidjan. Ceci pour le renforcement des capacités des travailleurs du secteur maritime. J'étais très impressionné, surtout de l'organisation du travail que je trouvais sur place. Donc j'étais très émerveillé, mais ce qui était un peu dommage, c'est la qualité de leur installation. Un service aussi important ou des services aussi importants ne peuvent pas être installés dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc nous avons pris l'engagement d'améliorer leurs conditions de travail parce qu'ils ont la volonté de bien travailler. Dernière escale de la deuxième journée de la tournée du ministre des Transports, la Direction générale de l'Agence de la navigation maritime, la NAM, dont la mission régalienne est d'assurer la sécurité maritime et fluviale par la sensibilisation des populations et la distribution des gilets de sauvetage pour sauver des vies au niveau des voies navigables du littoral et de l'intérieur du pays. Et puis les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ont entamé ce samedi une visite dans le domicile des malades pensionnés. L'opération vise à payer la pension des malades retraités et procéder à un recensement biométrique des pensionnaires. Rose Pocho nous signe ce reportage. Ce malade pensionné reçoit pour la première fois à domicile sa pension, un montant de 1 600 000 francs guinéens. Si avant Aboubakar Sidiki Sissé devrait se déplacer pour aller retirer sa pension, aujourd'hui il a sa pension à domicile par le canal de la Caisse nationale de sécurité sociale, histoire de lui rendre visite et de procéder à son recensement biométrique. C'est une bonne initiative. Moi, pour me déplacer, ce n'est pas facile. Apporter la pension ici, ça me soulage. Aïssata Silla est aussi une des pensionnées malades depuis des années. La visite de cette délégation réjouit sa famille. Un sentiment de satisfaction. Je suis très ravi de recevoir la visite. Et la maman est malade depuis plusieurs années. Et il y a 14 ans de cela. Comme vous l'avez dit déjà, c'est les personnes du troisième âge. Parmi eux, il y en a qui sont malades. À lutter, il y en a qui sont aveugles. Il y en a qui sont paralysés. Dans le cadre de cette visite, la Direction nationale de la Caisse nationale de sécurité sociale, à la tête de M. Malik Sankon, a décidé à ce que les retraités malades alités soient vus et recensés biométriquement à domicile. La Direction nationale de la Caisse nationale a décidé qu'une mission passe les voies à domicile, les recenser et les payer. À la Caisse nationale de sécurité sociale, une direction est mise en place pour veiller sur les pensionnés. Cependant, les statistiques ne sont pas connues. Ce recensement biométrique va non seulement permettre d'assainir le fichier des pensionnés et de revoir les conditions de vie. Il y a des gens qui viennent avec des bulletins qui ne les appartiennent pas. J'ai même rencontré un cas à Matam, parce que moi c'est moi qui gérais Matam. Une personne est venue avec une carte d'identité qui avait l'identité du bulletin qu'il détenait sur la carte d'identité. Mais on avait une première photo de la personne réelle dans notre base de données.
J'ai comparé les deux photos. J'ai vu que les deux photos ne concordaient pas. Donc je l'ai retiré le bulletin, j'ai fait sortir le récépissé en mettant décédé. Donc ça veut dire que c'est des personnes que nous recherchons, la caisse recherche, afin de minimiser les dépenses de l'institution. Dans les jours à venir, on connaîtra donc le nombre exact de pensionnaires à la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans l'actualité encore, après la présidentielle de 2015, la CENI tire les leçons. L'organe de gestion passe à revue les opérations et stratégies utilisées pour la réussite du vote. Les CEPI et CESPI ont fait des recommandations pour améliorer les différentes opérations liées au vote. Saïdou Mandialo nous signe ce reportage. La CENI vient de procéder à l'évaluation de ses précédentes activités. Sur le terrain, l'opération a permis de relever les dysfonctionnements enregistrés dans l'organisation des activités de la présidentielle, des anomalies que les démembrements appellent à corriger. On a constaté dans 2013 et 2015, on a des difficultés d'affectation arbitraire des électeurs. Si cette fois-ci, les électeurs sont dans leur bureau de vote qui ne sont pas éloignés à 5 km, ça peut nous aider davantage. Et aussi encore une administration électorale. On a constaté ça. Souvent, les mêmes éléments là, on les remplace. Chaque fois qu'il y a une élection, on prend encore une autre type. Ils mettent des moyens avant que les gens ne comprennent, c'est difficile. Nous demandons également que suffisamment de formations soient faites à l'intention des acteurs électoraux pour que leur capacité d'intervention soit suffisamment améliorée. Il faut dire que cette opération s'inscrit dans le cadre d'une qualification de la gouvernance électorale. Notre attente est donc que la CENI, en concert avec les décideurs nationaux, mette à la disposition des structures locales des moyens et renforcer ses capacités organisationnelles et de développement. La CENI doit revoir vraiment, comme les articles qui disent vraiment que la CENI, les déclarations de candidature peuvent se faire à la veille des élections et que vraiment les candidats doivent battre la campagne, ça devient vraiment des difficultés sur le terrain. La CENI doit revoir ça là pour que vraiment que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Et face à l'enjeu, la formation, l'acheminement à temps de kit s'avère aussi indispensable, surtout que ces futures élections seront gérées entièrement par les structures locales de la CENI. Gestion post-Ebola, prévenir les épidémies en Afrique de l'Ouest. Le sujet était au cœur d'une rencontre de haut niveau au siège des Nations Unies à New York. Pour le représentant de la Guinée auprès des Nations Unies, il faut appuyer l'Union africaine dans la mise en place d'un centre de recherche et de prévention des épidémies. Fatoumata Samoura est notre correspondante aux États-Unis. 2 semaines après la déclaration de la fin de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, les Nations Unies font le bilan de la riposte. Autre question débattue, l'impact de la maladie et le relèvement socio-économique des 3 pays touchés par Ebola. La démarche vise notamment à prévenir d'éventuelles épidémies. Il était normal pour la communauté internationale, particulièrement les Nations Unies, d'organiser cette réunion pour faire le point sur l'évolution de la maladie et finalement de tirer les leçons de l'expérience que nous avons tous vécue, nous, pays affectés, et les autres partenaires pays qui ont décidé d'apporter leur concours parce que c'était une menace non seulement pour les pays affectés, mais aussi pour les pays voisins et la communauté internationale en général. Visiblement soulagé de voir son pays exempt d'Ebola, le représentant permanent de la Guinée auprès des Nations Unies salue l'apport de la communauté internationale dans la lutte contre la maladie. Mamadi Touré souhaite la mobilisation de toutes les ressources annoncées, ceci pour renforcer les structures sanitaires et booster l'économie guinéenne durement éprouvée par Ebola. Le secrétaire général a mis sur pied un panel pour réfléchir sur les voies et moyens pour prévenir de telles épidémies à l'avenir. Donc, il faut rester vigilant. Ça, c'est le premier message qui a été donné. Le deuxième message, c'est qu'il faut poursuivre les efforts pour aider les pays à se relever. Et troisièmement, quelles sont les mesures qu'il faut prendre
pour prévenir ce genre d'épidémie. Si Ebola a sévi au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée, c'est parce que leurs systèmes de santé sont faibles. C'est pourquoi l'ONU s'engage à lever des fonds afin que ces pays puissent à l'avenir faire face à tout risque d'épidémie. Sur le continent, au Burkina Faso, un commando djihadiste a ciblé ce vendredi soir et ce samedi matin un restaurant, 2 hôtels de Ouagadougou, des endroits fréquentés par les Occidentaux. Le bilan fait état de plus d'une vingtaine de morts et une trentaine de blessés. Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, a revendiqué l'opération. Les images de nos confrères de AITV sont commentées par Isidore Golunanamou de Tunkarata. La série d'attaques qui a endeuillé le Burkina Faso ces dernières heures a été lancée tard dans la nuit du vendredi à Ouagadougou par un commando djihadiste. L'hôtel Splendide au centre-ville de la capitale, fréquenté par les Occidentaux, était la première cible. Le commando a également visé un restaurant voisin, le Capucino, lui aussi prisé de la clientèle expatriée. L'attaque a fait au moins une trentaine de morts et une trentaine de blessés. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Et ils tiraient sur les gens à bout portant. Et ce sont des gens, je pense, qui sont vraiment méchants. Je les entendais parler et ils marchaient autour des gens qui étaient autour de nous et ils tiraient encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. Les assauts menés conjointement par les forces burkinabées, les forces spéciales françaises stationnées en banlieue de Ouagadougou dans le cadre de la lutte anti-djihadiste et les soldats américains ont permis de libérer une centaine d'otages. 4 djihadistes ont été tués. Cette opération, qui intervient 2 mois après celle du Mali, a été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Enfin, sport foot CHAN 2016, c'est la 4e édition et la compétition se déroule au Rwanda. Déjà pour cette première journée, le pays hôte tient les rênes du groupe A. La Guinée entre dans la compétition le lundi prochain face à la Tunisie. Avant de regagner le pays des 1000 collines, le sidi local était en stage de préparation en Afrique du Sud. Kanfouri, Lapi Bangoura et ses poulains se disent déterminés à ramener Dame Coupe à Conakry. Images et commentaires. C'est un travail collégial qui a permis au groupe Sidi de boucler une grosse et intéressante semaine de préparation en Afrique du Sud. Avec l'apport des techniciens de l'équipe A, ils nous ont vraiment épaulés. Il y a eu une très bonne préparation physique. Et sur le plan tactique, il y a eu des conceptions communes. On a essayé de corriger beaucoup de lacunes. Justement, après le nul, un but partout face à la Côte d'Ivoire, le staff a dû revoir sa copie afin de mettre un peu plus l'accent sur non seulement les phases défensives, mais également sur la constance dans l'effort. On a travaillé sur deux grands principes qui étaient les enchaînements d'efforts, parce que j'avais vu que sur la première séquence, les joueurs avaient l'habitude de faire un effort et de s'arrêter, donc on a essayé de travailler toujours avec 2 efforts consécutifs. Du répondant, il y en aura eu mardi avec une victoire 1-0 face à l'Angola, ce qui permet de dresser un bilan plutôt positif. Moi je trouve l'équipe, sur mon domaine, elle est bien préparée. Sur le domaine technique, il y a de grandes qualités techniques. Sur le domaine tactique, on a beaucoup travaillé cette semaine. Sur le 4e aspect psychologique, je crois que les garçons ont très envie. Et puis maintenant, au rapprochement de la compétition, maintenant il faut penser à récupérer et puis à travailler sur de la vitesse de réaction pour avoir du jus dans les duels, dans les démarrages, des choses comme ça. Seul ombre au tableau, il faudra déplorer la blessure du gardien Abdoulaye Sylla qui sera remplacé par Noan Condé. Fin donc de ce stage de préparation ici à Johannesburg et rendez-vous est pris pour lundi prochain à Kigali pour le premier match du Sidi national local face à la Tunisie et ce sera à 13 h, temps universel. Bon vent donc au Sidi national, version locale pour être plus complet cet après-midi au compte de la première journée dans le groupe A. Le Rwanda a battu la Côte d'Ivoire 1-0 tandis que le Gabon et le Maroc se sont neutralisés par un score nul et vierge, 0 but partout. C'est tout pour les infos, tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Un bon week-end à toutes et à tous. À demain.